Youssef Halami, qui est titulaire d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal et actuellement professeur adjoint à l'École de psychologie de l'Université Laval et chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances. Fait qu'on va continuer à réfléchir sur cet aspect-là. Ses travaux de recherche portent sur les facteurs affectant les diverses conduites addictives liées à l'utilisation des substances psychoactives, des jeux de hasard et d'argent et des écrans, de même que sur leur impact sur la santé mentale. Fait qu'on va continuer à réfléchir sur ces construits-là. Bonne présentation, Youssef. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Je vous demanderai d'abord, pendant que je me fais une mini intro, si vous pouvez scanner le code QR là-dessus ou si vous êtes sur votre ordinateur, allez sur le lien là-bas. Oui, les diapositives seront données volontairement par la suite, aucun souci à ce niveau. Juste pour vous dire un peu plus mon background ou le bagage d'où est-ce que je viens. Donc, au-delà d'avoir un fort intérêt pour le domaine des dépendances au niveau de la recherche et autres, j'ai aussi travaillé pendant longtemps au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, pas si loin d'ici, où est-ce que j'ai œuvré en tant que psychologue, vu des personnes avec une variété de types de dépendance, autant aux substances que des dépendances comportementales. Donc, ce que je présente ici va être à la fois basé sur ce qu'on sait au niveau des dépendances comportementales, mais qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information au niveau des dépendances aux substances pour pouvoir mieux comprendre et aider les personnes qui vivent avec ces difficultés-là. Donc, je suppose que tout le monde a pu télécharger le lien qui ne fonctionne pas. Magnifique. Si j'essaie de faire quelque chose ici, qu'est-ce que ça me donne? C'est vraiment triste que ça ne fonctionne. Est-ce que par hasard l'équipe technique a accès à appuyer directement sur la diapo pour pouvoir déclencher le sondage? Non, ça ne marche pas. C'est vraiment dommage. Mais une question que j'aime poser, donc quand je fais des présentations sur les substances, c'est un sondage anonyme que je demande aux gens, est-ce que vous avez déjà pris l'alcool? Est-ce que vous avez déjà pris du cannabis? Avez-vous déjà pris de la kétamine? Avez-vous déjà pris de l'LSD? Avez-vous déjà pris des champignons? Et dans les salles, toutes les substances sont sélectionnées. Et ensuite, j'arrive en vous disant, ben, regardez, pourtant, vous avez une job, pourtant, vous êtes à l'université, et pourtant, vous êtes fonctionnel. Donc, ce n'est pas parce que vous utilisez une substance que c'est nécessairement quelque chose de catastrophique. Donc, la question que j'aurais voulu... Ben, il se peut que je n'ai pas des réponses honnêtes là-dessus, avec certains effets qu'on peut connaître, mais la question que je vous aurais demandé ici, c'est est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez des chat rooms? Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Est-ce que vous regardez du contenu érotique sur Internet? Et je serais prêt à parier que tout le monde ici aurait dit oui à au moins toutes ces questions-là. Donc l'idée de base, ce n'est pas parce qu'on apprend qu'un jeune ou une jeune participe à ces activités qu'il faut nécessairement s'alarmer. Pourquoi? Parce que autant dans le domaine des dépendances aux substances que celles qui sont comportementales, tout se retrouve sur un continuum. D'une part, on a les personnes qui ne touchent aucunement à ça. Ça ne les intéresse pas. Est-ce qu'elles sont nécessairement mieux adaptées ou pas parce qu'elles n'ont pas de téléphone? Ça peut être débattable. Des fois, il y a même des consommations bénéfiques. Ici, pour arriver ce matin, j'ai utilisé mon GPS, mon Waze, qui m'a dit « si tu passes par là, ça sera plus rapide ». Ça m'a aidé. Il y a aussi d'autres personnes qui vont recevoir des prescriptions pour certaines substances, comme du cannabis médical, puis que oui, ça va être quelque chose de bénéfique. Par contre, plus on s'éloigne au niveau du continuum, plus on se rapproche de la consommation ou de l'utilisation problématique. Et plus on approfondit notre avancement dans ce continuum, plus on arrive aux troubles de l'usage ou de la dépendance. Donc, ce qu'on veut savoir, ce n'est pas d'abord est-ce que la personne elle utilise son écran, c'est où est-ce qu'elle se situe dans ce continuum-là. Puis on a divers outils, différentes stratégies pour tenter de comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'on veut savoir? Puis la personne juste avant moi a déjà glissé un mot là-dessus. Ben, on ne peut pas juste s'intéresser aux produits, donc que ce soit les écrans, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les réseaux sociaux. On peut ou on doit aussi s'intéresser à l'individu. Ben, quels sont les facteurs de risque de l'individu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà des vulnérabilités, qu'elles soient psychologiques ou autres?
biologique. Et on veut s'intéresser au contexte, parce que c'est l'interaction de ces trois éléments qui va faire en sorte qu'il va avoir un effet, que ce soit de la substance ou du comportement auquel on s'adonne. Donc, pour vous donner un exemple, supposons que moi, je joue à certains jeux vidéo, j'ai tendance à jouer avec une autre personne, peut-être que cette personne-là, elle a des vulnérabilités au niveau d'un trouble de déficit de l'attention qui fait qu'elle devient plus captivée par tout ce qui est stimulant dans ces activités-là. Donc, elle a un risque plus élevé que moi, même si on joue ensemble le même jeu, le même produit, et dans le même contexte, on est tous les deux dans le salon, puis on est tous les deux en train de jouer. Donc, quand on essaye de comprendre le risque de dépendance, on doit nécessairement voir ça sur ces trois facteurs-là. Puis, quand on essaye de travailler avec des personnes qui ont des formes de dépendance, autant aux substances qu'au comportement, on a deux règles de base. On ne veut ni banaliser, ni démoniser. Puis des fois, on va avoir nos propres valeurs, nos propres croyances, nos propres préjugés sur qu'est-ce qui est bon, dangereux. Puis là, ça va faire que quand on va travailler avec une personne devant nous qui participe à l'un ou l'autre de ces comportements, nos questions risquent d'être biaisées. Nos questions risquent d'être portées de jugement. Puis quand nos questions sont portées de jugement, on est moins apte à aider les personnes qui participent à ces activités-là parce qu'elles sentent la honte, elles sentent la stigmatisation qui les empêche de s'ouvrir par rapport à ces comportements-là. Juste pour reprendre peut-être, pour supposer probablement le sujet le plus tabou parmi la liste des comportements que je vous aurais proposés, si on parlait des contenus érotiques, si on a des préjugés par rapport à ça, et on voit un jeune qui participe à ces activités-là, ça sonne l'alarme, alors que pour bien des personnes, ce n'est pas nécessairement quelque chose de problématique. L'autre question que je vous aurais demandé ici, c'est, celle-là par contre, je pense qu'on peut la faire à main levée. Est-ce que la dépendance aux jeux vidéo, ça existe? Oui. Levez la main. Parfait. Non. 0 parfait. OK. Ça dépend. Parce que techniquement, la seule dépendance comportementale reconnue, c'est celle aux jeux de hasard et d'argent. Le DSM, c'est l'outil diagnostique qui est utilisé de façon générale en Amérique du Nord. Et la seule dépendance comportementale reconnue, c'est celle aux jeux de hasard et d'argent. Par contre, en Europe, où est-ce qu'ils utilisent davantage la CIM, la classification internationale des maladies, qui a été développée par l'Organisation mondiale de la santé, on reconnaît que les jeux vidéo sont une dépendance. Donc, pour répondre à votre question, je vais vous dire, ça dépend si tu es en Europe ou si tu es en Amérique du Nord, c'est une dépendance ou non. Mais le point là-dedans, c'est que c'est en émergence et fort probablement que ça va changer dans la prochaine révision du DSM et que ça va basculer parce qu'on voit de plus en plus de similarités au niveau de la dépendance aux jeux vidéo et aux autres. Mais ouvrons sur d'autres dépendances comportementales. Les comportements sexuels compulsifs sont reconnus en Europe comme étant un trouble d'impulsivité. En Amérique du Nord, non. La dépendance à l'Internet, ni l'un ni l'autre. La dépendance à l'Internet n'existe pas, n'est pas reconnue comme étant une dépendance. Puis, je vais essayer d'explorer avec vous justement aujourd'hui pourquoi. Donc, d'abord, la personne juste avant a parlé brièvement des loot box. Donc là, juste pour peut-être élaborer davantage, c'est quoi le principe des loot box? C'est quand on joue à un jeu vidéo, des fois, on peut avoir des accessoires comme une nouvelle épée, un nouveau bouclier, une belle cape. Puis, quand j'étais plus jeune et qu'on jouait à des jeux vidéo, il fallait tuer des monstres, il fallait faire plein d'activités, il fallait se battre dans le jeu pour pouvoir gagner ces boîtes qui nous permettaient d'avoir des nouveaux outils. De nos jours, comment est-ce qu'on les a? On peut les acheter. Donc, un jeu qu'on peut avoir a priori acheté, qu'on a déjà payé 60 $ pour pouvoir y jouer, là, il y a des microtransactions dans ces activités-là. Et comment est-ce que ces loot box fonctionnent? C'est que je peux en acheter 50, puis c'est un peu une machine à sous, dans le sens que je tire, puis je ne sais pas c'est quoi le résultat final. Est-ce que je vais avoir la meilleure épée du jeu, ou est-ce qu'au contraire, je vais avoir quelque chose qui ne me sert absolument à rien? Donc c'est comme si j'achète une machine à sous que je peux jouer 50 fois pour 60 $. Donc,
quand nos jeunes jouent à des jeux vidéo, de plus en plus, ils et elles deviennent exposés à ces nouvelles formes de gambling, de jeux d'argent, à travers leurs jeux vidéo. Puis, a priori, ça peut paraître banal, c'est un jeu vidéo, mais par contre, quand on voit les cartes de crédit, les relevés de cartes de crédit qui sortent de là, on peut avoir des dizaines de milliers de dollars qui sortent là-dedans. Puis en ce moment, on est en train de mener une étude à l'île du Prince-Édouard où est-ce qu'on demande aux jeunes, OK, puis quand vous avez participé à ça, comment est-ce que vous avez payé votre propre carte, la carte de votre parent? La carte de votre parent, avec son consentement ou sans son consentement? Puis, malgré les effets de désirabilité sociale auxquels on pourrait s'attendre, on a des personnes qui nous disent la carte des parents avec consentement, mais des fois aussi c'est sans consentement des parents. Donc, ici, il y a cette nouvelle porte d'entrée vers d'autres problématiques qui apparaissent. Et ce qu'on voit avec les loot box, c'est que ça non seulement augmente le risque de dépendance aux jeux de hasard et d'argent, mais aussi ça augmente le risque d'un trouble du jeu vidéo. Donc il y a quelque chose avec cette stimulation répétée qui arrive dans ces activités-là, qui viennent jouer, qui crée un ancrage dans le cerveau de la personne, qui fait en sorte qu'elle en veut plus, et elle passe de plus en plus de temps là-dessus. Puis, je peux les comprendre parce que des fois, peut-être la boîte qui m'a coûté $1 la boîte, elle me permet d'avoir des accessoires qui, sur le marché, en ligne, valent 385 $. Donc, techniquement, ça peut être un bon investissement. Puis, si je frappe le gros lot, des fois, je vais le vendre pour $1 million. Donc là, le jeu vidéo qui, à la base, était simplement Pac-Man ou des jeux d'arcade qu'on pouvait avoir, de nos jours, ça devient davantage un outil de pari. Et vous savez c'est qui? Je ne mentionne jamais son nom parce que mon sang fait bouillir. J'ai pas aimé que vous nommiez son nom, mais c'est pas grave. Mais pourquoi? Non pas à cause du scandale du Super Bowl avec Kendrick Lamar, mais parce que sur ses réseaux sociaux, on le voit qui fait des paris de 500 000 $ sur une roulette. Il parie je ne sais combien encore, 10 millions de dollars, 2 millions de dollars, et pour lui, c'est quelque chose de banal. Il banalise ça. Donc, de nos jours, quand des gens passent du temps sur les réseaux sociaux et qui peut-être admirent, vénèrent, respectent Drake pour d'autres raisons, ça les expose aussi à travers les réseaux sociaux à ces nouvelles formes de jeux risqués. Puis, la raison pour laquelle mon sang commence à bouillir à chaque fois que je vois ces choses-là, c'est qu'il ne dit pas qu'il est en fait sponsorisé à 1 ou 2 millions de dollars par la compagnie de paris et que c'est même pas son argent à lui qu'il est en train de mettre là-dedans. Mais donc, les gens qui voient ça, non seulement « Ah il a perdu 10 millions, c'est pas si grave, moi j'ai perdu 500 $, c'est rien comparé à lui. » Ouais, mais non seulement c'était pas son argent, mais en plus on n'a pas les mêmes revenus, lui et moi. Puis à ce moment-là, ça banalise cette exposition, puis vous savez probablement comment ce type de vidéo fonctionne. Ça captive votre attention pour 5 secondes, puis on passe à la prochaine. Chaque nouveau tour est une nouvelle stimulation. Chaque nouveau tour est une nouvelle stimulation. Encore, et encore, et encore. Et cette répétition crée un conditionnement chez la personne qui l'amène à vouloir regarder, jouer à ça davantage. Bitcoin. Mon but n'est pas de parler du mal de Bitcoin ni du bien de Bitcoin, parce qu'une fois de plus, le Bitcoin peut avoir une utilisation bénéfique dans certains contextes. Sauf que là, on a des gens sur les réseaux sociaux qui nous apprennent comment investir sur des crypto-monnaies spéculatives, comme s'il y avait une manière de prédire les états financiers d'une nouvelle crypto-monnaie, alors que c'est quelque chose qui est tellement fluctuant, qui est tellement volatile au niveau de sa valeur que ça en devient quelque chose de compulsif. Donc, tant au niveau des investissements, quelqu'un qui vous dit « moi j'ai acheté des actions en bourse, ok, peut-être qu'il sait c'est quoi, il sait gérer son argent ». Ouais, mais quand tu prends ton téléphone et que tu vérifies 5 fois par jour où est-ce que tu es dans ton action, ce n'est pas un investissement, c'est une action compulsive liée à un pari, à de la spéculation financière. Donc, il y a cette porte d'entrée là. Mais rajoutons à ça des vidéos sur les réseaux sociaux qu'on voit de gens qui nous montrent non seulement leurs gros gains, mais qui nous apprennent comment jouer aux machines à sous. Est-ce qu'il y a une manière de jouer aux machines à sous? Il n'y a pas de manière de jouer aux machines à sous. C'est un hasard pur et simple qui est prédéterminé
à l'avance à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, mais par contre, lui, il nous apprend la technique. Et ça vient jouer sur une vulnérabilité principale des gens qui ont tendance à développer des problèmes de jeu. Là, c'est cette illusion de contrôle au niveau du jeu. Donc, réseaux sociaux, écran devient une porte d'entrée vers d'autres problématiques qui, elles, sont déjà en tout cas reconnues comme étant des formes de dépendance. Donc, je me suis inscrit sur le site web en haut à gauche, qui est maintenant un site de crypto-casino. Donc maintenant, on peut s'inscrire à des casinos en ligne, mais sans même donner de pièces d'identité et sans même faire de dépôt financier. Donc, je peux, à travers mon portefeuille de Bitcoin, déposer de l'argent dessus et commencer à faire des paris dessus. Les skins que je vous avais montrés plus tôt avec les fusils qui étaient revendus, des jeunes peuvent aussi s'inscrire et parier ce skin-là. Donc, je joue à un jeu vidéo, j'ai mon skin, je vais vers le crypto-casino et je parie ce skin-là, et je peux éventuellement gagner de la crypto-monnaie. Un monde non régulé de paris sportifs, de paris de paris de jeux de hasard qui amène des vulnérabilités de plus en plus grandissantes chez nos jeunes. Donc, la bourse, qui à l'époque, c'était mon père qui voyait chaque matin le journal, est-ce que son action était montée ou est-ce qu'elle était descendue. Là, ça devient, on inclut ça de la crypto, ça se mélange avec la crypto-monnaie, les crypto-casinos, qui ont le même fonctionnement que les casinos et les jeux de hasard et d'argent, qui maintenant sont aussi inclus dans des jeux vidéo. Donc, quand on parle de utilisation problématique d'Internet ou de cyberdépendance, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'un amalgame de toutes ces choses-là ou est-ce qu'on parle vraiment de quelqu'un qui a un problème avec son écran spécifiquement? Donc, le mot cyberdépendance, je peux comprendre qu'il est facile à dire, beaucoup plus que utilisation problématique d'Internet, dans le sens que si on devait écrire un article ou comment dire, un titre d'article qu'on voudra publier dans une revue ou dans des médias, cyberdépendance, c'est beaucoup plus accrocheur que utilisation problématique d'Internet. Par contre, la cyberdépendance existe-t-elle réellement ou est-ce que l'écran est en fait un moyen vers une autre forme de dépendance? Est-ce que c'est des jeux de hasard? Est-ce que c'est des jeux vidéo? Ou est-ce que c'est les réseaux sociaux? Donc, si on me demande, est-ce que ça existe la cyberdépendance? Ma réponse est non. Par contre, c'est ce que tu fais sur ton écran qui va faire en sorte que tu vas développer une forme de dépendance à l'un ou l'autre de ces éléments-là. Donc, hier, justement, dans le contexte de la publication du rapport avec les 56 recommandations, on avait une personne citoyenne à la radio qui disait « Ben, moi, mon jeune, réseaux sociaux, c'est non. Par contre, YouTube, streaming, facile, tu sais, genre, ça au moins, j'autorise. » Ben, j'ai envie de lui dire que les jeunes qui consultent dans les centres de dépendance au Québec, ils consultent bien plus pour des problèmes de streaming que pour des problèmes de réseaux sociaux. Donc, ce que ça nous montre, c'est que l'idée là-dessus, c'est que dans la population générale, on va avoir des préjugés. Dans la population générale, on a nos propres croyances. Et ça va venir affecter qu'est-ce qu'on va choisir d'autoriser, qu'est-ce qu'on va choisir de ne pas autoriser, qu'est-ce qu'on va se dire qu'il faudrait que je surveille ça de près, qu'est-ce qu'on va se dire, je peux le laisser loose par rapport à ça, mais on voit qu'il y a une distinction en fonction de l'activité spécifique et du risque que ça développe un problème chez les jeunes. Donc, ce qu'on veut d'abord faire, c'est dépister, savoir ce que la personne fait, voir à quel point est-ce que c'est quelque chose de problématique. Ensuite, on se dit, est-ce que c'est moi qui interviens ou est-ce que je le réfère à une ressource spécialisée? Il y a ce magnifique outil développé par une équipe québécoise, le RISC, qui s'appelle le débat Internet. Ça permet non seulement d'avoir, on va dire, un score de sévérité, ou est-ce que ça nous permet de dire, est-ce qu'il faut que je réfère cette personne-là vers un service spécialisé, ou est-ce que, s'il y a quelque chose que je peux quand même juste suivre et travailler avec la personne. Puis, ce que j'aime aussi avec cet outil, c'est que ça trace les sous-activités que les gens peuvent faire là-dedans. C'est pas juste qu'est-ce que tu fais sur ton écran. Donc, c'est pas juste est-ce que tu passes trop de temps sur ton écran, c'est qu'est-ce que tu fais sur ton écran. Puis, donc ça, c'est la première page. La deuxième page, on pose aussi des questions, des problèmes que ça peut engendrer. Puis la dernière fois, par exemple, que j'ai passé cet outil avec un jeune, le temps passé par semaine montait à 90 heures par semaine.
90 heures de temps d'écran par semaine. Faisons le calcul, c'est quoi? 10 plus 12 et quelques. Donc 12 heures par jour passées sur des écrans. Là, on est dans il y a quelque chose, on n'est plus dans utilisation bénéfique ou autre, on est dans il est où le temps qui reste pour l'école, il est où le temps qui reste pour dormir, il est où le temps qui reste pour faire toutes ces autres choses-là. Donc, cet outil peut être utilisé par une panoplie de personnes intervenantes, que ce soit dans des milieux scolaires, que ce soit dans des milieux d'intervention, et ça permet de justement non seulement cibler quelle activité est la plus problématique, mais aussi déterminer est-ce que c'est moi qui interviens ou est-ce que je réfère la personne ailleurs. Donc, à savoir que les centres de dépendance au Québec, depuis 2015 environ, acceptent les utilisations problématiques d'Internet, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit jeux vidéo, autre chose. Donc, à garder en tête que si vous avez des jeunes, ou même les adultes peuvent être admissibles là-dessus, mais il y a des services gratuits qui existent pour traiter ces problématiques-là. Au-delà de comprendre qu'est-ce que la personne fait, combien est-ce qu'elle le fait, on va savoir pourquoi est-ce qu'elle le fait. Donc, je vais vous présenter brièvement une étude qui nous montre qu'est-ce qui peut amener une personne à avoir une utilisation problématique d'Internet. On va voir une variété de facteurs de risque. Puis, quand on sous-divise en fonction du type d'activités faites en ligne, on voit que les personnes de sexe féminin qui ont une anxiété généralisée, une faible estime de soi, sont plus portées vers les réseaux sociaux, alors que par exemple, pour les gars, ça va davantage du côté des jeux vidéo, et on a d'autres événements qui viennent influencer ce risque-là. On sait qu'il y a une variété de troubles de santé mentale, TDAH, anxiété et dépression, qui prédisent l'apparition de ces problématiques-là. On sait aussi que les gens qui ont des problèmes de jeux vidéo, par exemple, ont déjà des problèmes sociaux ou autres. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on ne fait pas juste traiter le comportement, mais qu'on fait aussi traiter les autres enjeux de santé mentale sous-jacents, ça permet d'améliorer les comportements, la réduction des problèmes associés à ces comportements-là. Puis c'est la même chose qu'on voit avec les traitements pharmacologiques, donc un TDAH non médicamenté. Si on lui enlève son écran, il va développer une autre forme de dépendance. Alors que si, à la fois, pendant qu'on traite le TDAH, on traite aussi les autres enjeux qui peuvent l'amener à aller vers les écrans, c'est quelque chose qui peut réduire le risque à ce niveau-là. Donc, quand on veut travailler en équipe, on se rappelle que chacun peut avoir son expertise, que chacun peut avoir son champ de spécialisation et que les explications au niveau du risque de dépendance, elles sont à la fois des facteurs individuels, elles sont à la fois des facteurs sociaux, et ce sont des choses qu'il faut vraiment pouvoir faire ensemble si on veut pouvoir justement réduire le risque de dépendance. Cette belle toile d'araignée que je vous présente ici, c'est en fait une étude longitudinale qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, on a au temps 1, au temps 2, au temps 3, quelle est la dépendance la plus fortement ou le comportement problématique que la personne rapporte. On va focaliser sur les jeux vidéo, qui est celle peut-être qui nous intéresse le plus. Mais ici, ce que je vous montre, c'est que les gens, ils basculent d'une dépendance à l'autre. Donc, il y avait quelqu'un plutôt qui avait nommé qu'est-ce qui s'est passé quand on a interdit les écrans ou les téléphones dans des écoles, que ça n'a pas eu d'amélioration au niveau du bien-être général. Mon hypothèse, c'est parce qu'ils sont allés vers d'autres formes de dépendance, parce qu'on les a enlevés à ce moment-là, puis qu'il n'y a qu'une minorité qui finalement, au milieu, none, qui, elles, vraiment se sont retrouvées sans problème-là. Donc, à garder en tête, c'est que utilisation problématique d'Internet, et non pas cyberdépendance. Dépendance peut-être, mais à quoi? Donc, qu'est-ce que la personne fait là-dessus? Pourquoi est-ce qu'elle participe à ces activités-là? Est-ce que c'est pour gérer ses émotions? Est-ce que c'est à cause d'un TDAH non géré? Est-ce que c'est à cause anxiété, dépression? Et puis, finalement, avant qu'on me demande ce que je pense de l'idée qu'on enlève les écrans des écoles, si c'est tout ce qu'on fait, sans adresser, il y a quoi de sous-jacent, on va voir quelque chose qui va ressembler à ça, puis les gens vont aller vers d'autres problématiques, parce que la belle courbe que la présentatrice juste avant avait montrée aussi, c'est qu'on a vu une augmentation du temps d'écran depuis la dernière décennie, mais on aurait pu juxtaposer l'utilisation des substances à travers ce temps, puis on a une diminution des substances pendant qu'on a une augmentation
du temps d'écran. Et donc, est-ce que nos jeunes vont mieux? Pas nécessairement malheureusement, mais c'est juste que si on focalise sur un seul enjeu de dépendance et pas la panoplie des autres qui peuvent apparaître, ben on risque de manquer le bateau pour les aider à ce niveau-là. Merci beaucoup pour votre attention. Ouais. Fantastique présentation, Youssef. Merci beaucoup. On va prendre le temps pour quelques questions, si vous en avez. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Question rapide. Est-ce que le temps d'écran, j'entendais parler aussi l'autre chercheur avant vous, est-ce que le jour, c'est la même chose que la nuit? Étant donné, je vais développer ma question. Bon, les jeunes sont avec nous dans les écoles. Est-ce que quelqu'un qui utilise beaucoup les écrans après 4h30 a un impact dans votre recherche que quelqu'un qui utilise avant 4h30, sachant qu'on c'est un pays froid, les journées sont courtes, l'hiver, vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'il y a un impact ou non? Merci. Merci pour votre question. Je ne pourrais peut-être pas répondre directement avec les données peut-être les plus précises pour répondre à votre question, mais je peux vous parler d'un domaine complémentaire, les jeux d'argent et de hasard. On voit que les gens qui vont sur les casinos en ligne la nuit sont plus à risque d'avoir des problèmes que ceux qui y vont pendant le jour. Mais pourquoi? Parce que peut-être que c'est tellement obsessif qu'ils passent tellement de temps là-dessus au détriment du sommeil. Donc, si la participation finit par affecter d'autres sphères de la vie, plus de risques que ça développe des problèmes à ce niveau-là. Super. Madame. Venez. Vas-y, Sylvana. Je trouve que l'hypothèse de la tendance générale à l'addiction et le déplacement en fonction de ce qui est disponible est super intéressante. Je me demande s'il y a des données là-dessus. Est-ce qu'on a regardé le nombre? Justement, tu dis l'addiction alcool. On sait que les jeunes consomment moins d'alcool. Ouais. Bon, là, il y a la question du cannabis qui est confondu avec la légalisation, mais quand même. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'au total, il n'y aurait pas moins ni plus de dépendance, mais que la dépendance se serait transférée? Et la question suivante, c'est dans le domaine des addictions, il y a des études, je dirais, on peut les critiquer, mais quand même, il y a des études qui montrent qu'il faut retarder le plus possible le début de l'utilisation des substances, oui. En particulier l'alcool. Ceux qui débutent tôt à utiliser l'alcool sont vraiment plus à risque d'avoir des problèmes, même si on contrôle pour toutes sortes de choses, là. Parce oui. qu'on s'entend que quand on a 12 ans et on commence à boire, c'est parce qu'on a des vulnérabilités peut-être, mais même en contrôlant pour ça, on suggère fortement de retarder au maximum l'utilisation des substances. Et là, on est dans une situation où, dès le préscolaire, les enfants ont accès, libre accès, barre ouvert, à des substances. On le sait, c'est addictif, là. Donc, comment réconcilier, comment gérer ça? Je sais qu'on est ici pour en parler, mais... Excellente question, merci beaucoup. Donc, d'abord, par rapport à la première, par rapport à est-ce qu'il y a juste de la substitution qui se passe, moi, mon hypothèse ou mon idée là-dessus serait oui. Et pourquoi? Parce que même quand on voit les jeunes qui boivent de l'alcool, d'accord, il y en a de moins en moins, mais quand on voit parmi ceux qui boivent combien ont des problèmes, ça reste le même pourcentage. Donc, c'est comme si dans la population générale, il y a encore toujours ce même pourcentage de jeunes qui ont des vulnérabilités sous-jacentes, mais ensuite, quand ils décident de s'adonner à de l'alcool, ben, c'est ce même pourcentage-là qui va devenir, qui va avoir des problèmes. Puis, encore une fois, ben, si on a plus qui participent à ces autres activités en ligne ou autres, ben, je m'attends à ce que ce même pourcentage de jeunes vulnérables vont développer des problèmes. Donc, oui, je pense qu'il y a cette substitution qui se fait chez les jeunes. Par rapport à l'idée de reporter idéalement l'utilisation de la consommation, c'est vrai que alcool et autres substances, la règle numéro 1, c'est on veut retarder le plus possible. Si la personne est intéressée, on veut l'éduquer et puis l'accompagner là-dessus, mais la règle de base, c'est on veut tenter de retarder le plus possible. Par rapport au questionnement de l'utilisation des écrans, moi, l'autre règle de base que j'essaie d'avoir à chaque fois que je parle de ces choses-là, c'est que ce n'est pas oui ou non, est-ce que tu utilises oui ou non, c'est qu'est-ce que tu fais, est-ce que l'utilisation est problématique, est-ce que l'utilisation elle est bénéfique. Difficile,
peut-être qu'on pourrait en jaser davantage, mais utilisation bénéfique de cannabis chez un jeune de 13 ans, j'aurais plus de mal à le trouver d'une certaine manière là, sauf si c'est prescrit médicalement. Mais au niveau de l'utilisation des écrans, avant de dire qu'on doit nécessairement repousser au plus tard, moi ce que je dirais, c'est pas la simple utilisation, c'est quel type d'utilisation est-ce qu'on en fait. Si l'utilisation est bénéfique pour les jeunes, parce qu'ils en ont besoin pour apprendre, ça facilite l'accessibilité pour des personnes qui ont des problèmes de vision, ils peuvent zoomer sur le texte ou autre, je ne vais pas leur dire non, il ne faut pas que tu en prennes, parce qu'au contraire, ça peut être bénéfique dans ce contexte-là. Donc, ce n'est pas retarder à tout prix, c'est en fonction de l'utilisation. Merci, Sylvana. Je ne sais pas trop si je vais vous le formuler comme un commentaire. Je vais voir ça comme ça. Je suis intervenante en cyberenjeux dans une école secondaire. Je traite de dépendance depuis 3 ans. J'utilise le débat Internet et je dois vous avouer que je l'utilise de moins en moins. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un outil qui est complètement erroné. La première partie est très intéressante. On peut voir qu'est-ce que l'adolescent va faire sur ses écrans, qu'est-ce qu'il utilise le plus, c'est-tu le streaming, est-ce que c'est le jeu? Mais je me demande si on ne crie pas trop rapidement à la dépendance liée à l'usage des écrans versus est-ce que nos jeunes ne sont pas plus anxieux, n'ont pas plus de problèmes sous-jacents qui font qu'ils utilisent les écrans parce que c'est une facilité d'utilisation, puis c'est très, très, très accessible dans leur poche, dans leur sac. Les parents donnent un téléphone cellulaire rapidement. Ouais. Donc, j'en suis à comme une 3e année où le débat Internet, je dois l'avouer, je l'utilise vraiment en dernier recours ou si j'ai besoin de faire une référence au CRDM. Ouais. Mais je me demande si cet outil-là ne devrait pas être retravaillé. Pourquoi? Parce que j'ai des étudiants où je vois qu'ils ont une consommation de 10 heures d'écran par jour, mais qui ne cotent que très peu sur le débat Internet et je ne peux pas faire de référence dans ce cas-là. Donc, je garde les élèves, mais ils ont clairement un problèmes reliés à l'utilisation des écrans. Donc, mon questionnement, c'est est-ce qu'on ne crie pas rapidement à la dépendance? C'est comme de dire la personne prend un verre de vin seul chaque vendredi soir. Est-ce que c'est de l'alcoolisme? Je me demande à quel niveau où la société présentement est en train de crier. Puis là, moi, je suis d'accord à une certaine restriction des cellulaires. Est-ce que je suis d'accord à 100% à enlever le cellulaire à l'école? Je ne sais pas, je suis comme mitigée. Excellent. Mais j'adore votre question, puis je vous en remercie parce que ça me permet de clarifier un certain point. Le débat Internet n'est pas un outil diagnostique, c'est un outil de dépistage. Donc, ce que vous remarquez, c'est potentiellement une dépendance. Par contre, un trouble lié à l'usage de substances, qui est un diagnostic de santé mentale, est normalement une évaluation qui se fait par des professionnels autorisés par le Code des professions, médecins, psychologues, infirmières, praticiennes spécialisées. Et justement pour ces mêmes raisons que vous apportez, parce qu'un même symptôme peut en apparition être lié à un certain comportement, mais on a un trouble du stress post-traumatique sous-jacent, mais on a un trouble d'anxiété généralisée sous-jacente. Mais donc, pour poser un diagnostic, ça nous prend une évaluation plus exhaustive, puis c'est un acte réservé à certaines professions-là. Donc, un débat Internet est là pour aider à... Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être oui, peut-être que non. Plus de chances qu'il y en ait ou pas, mais pas pour poser un diagnostic et appeler à la dépendance. Et pour référer à un CRDM, la personne peut appeler même si elle n'a pas de débat Internet. Donc, gardez-le dans votre poche, le débat, ne l'envoyez pas, puis référez la personne quand même, puis elle recevra ses services. Merci beaucoup. Super, merci. Merci. La fonction du comportement. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y a plusieurs soulèvements intéressants. Malheureusement, le temps nous fait défaut. J'aimerais juste, premièrement, on parle beaucoup de post-COVID. Je travaille beaucoup avec les parents. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Puis, les parents me disent souvent, vous savez, après la COVID, vous savez, après la COVID, vous savez, après la COVID. Est-ce que tout d'abord, il y a réellement, comment dire, un portrait qu'on peut se faire après la COVID, où le problème était déjà là, puis on l'a juste mis sur le tapis, puis là, la COVID a comme le dos très large. Ouais. Puis juste rapidement, dans le fond, travailler avec le problème au niveau du cellulaire, ça soulève beaucoup de réactions. Il y a plein d'articles qui abondent. Oh non, on doit travailler sur le civisme et tout et tout. Mais moi, je pense que le cellulaire,
c'est vraiment le nœud de la guerre. Je pense que ça va régler beaucoup de choses. Le tabagisme, les autres choses, oui, sont là. La drogue, elle a été légalisée, puis ça fait bien l'affaire de plusieurs personnes. Fait que, tu sais, en même temps, je pense que le cellulaire, c'est vraiment le nœud de la guerre, selon moi. OK. Merci beaucoup pour vos questions. Donc d'abord, par rapport au rôle de la COVID, si on part de la prémisse qu'il y a un certain pourcentage des jeunes qui sont vulnérables et que dans ce pourcentage-là, il y en a qui s'adonnent à des activités sur Internet, d'autres non, ben, à travers la COVID, on a comme exposé tous ces jeunes-là qui étaient déjà vulnérables pour d'autres raisons, qui n'avaient peut-être pas participé à des activités en ligne, qui maintenant ont commencé à participer à des activités en ligne. Et de ce côté-là, je pourrais voir que pour ces personnes-là, ben justement, ça crée une augmentation d'utilisation problématique à l'échelle sociétale. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient déjà vulnérables, mais elles ne participaient pas nécessairement autant. Elles ne passaient pas autant de temps sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Par rapport au cellulaire, on pourra en parler davantage, mais pour moi, cellulaire, c'est comme iPad, c'est comme si on a un flip phone, comme un tac-tac, ça reste un cellulaire, mais qu'est-ce que je peux faire dessus? Là, ça va être peut-être pas si problématique. Donc, est-ce que c'est le cellulaire en soi ou c'est qu'est-ce que je fais sur mon cellulaire? Donc, si j'ai un cellulaire qui est un flip phone, je ne peux pas aller sur mes réseaux sociaux, je ne peux pas aller sur ces choses-là. Donc, il n'est pas nécessairement problématique en soi, le cellulaire. Mais si ce que je fais sur mon téléphone intelligent, c'est passer du temps à faire des paris sportifs pendant que je suis en cours, à voir des vidéos sur TikTok parce que j'ai du mal à me concentrer à ce que la prof elle dit. Donc, ces choses-là, c'est ça qui sera problématique beaucoup plus qu'avoir un cellulaire. Pardon. Parce que vous m'avez... C'est intéressant parce que c'est de ça que j'allais parler. Parce que moi, j'ai trouvé votre question très intéressante. Est-ce qu'il y a plus un problème en jour que le soir? C'est sûr, c'est le soir. Le soir, d'ailleurs, les gens qui vont développer des problèmes de dépendance à l'alcool, ils ne commencent pas le matin. Ils commencent le soir. Pourquoi? Parce que il y a l'ennui, il y a l'anxiété, il y a cette espèce de tombée entre le jour. Enfin, c'est assez reconnu. Moi, ce que je trouve... il y a une problématique aussi avec l'imaginaire, avec l'ennui, qui est souvent nommé lors d'ateliers avec les adolescents. En fait, ils vont beaucoup utiliser ça parce qu'ils s'ennuient. Puis là, je leur dis, le fil à la poule, est-ce que c'est parce que tu t'ennuies? Bref, je ne sais pas jusqu'à quel point le cellulaire n'est pas le problème aussi. Parce que moi, je suis née, je n'avais pas de téléphone cellulaire, puis je l'ai regardé le plafond au point de compter souvent toutes les craques du mur. Je ne sais pas trop, là, tu sais, jusqu'où on peut se dire que c'est ce qu'on regarde dessus, parce que sachant que tout ce qu'on fait là-dessus, c'est fait pour qu'on reste puis dérégler mon système de circuit de la récompense en partie. Évidemment, je ne parle peut-être pas d'écouter Mara Tremblay sur Apple Music, mais c'est quand même, je ne sais pas, et je reviens sur cette idée que tout d'un coup, on interdise aux jeunes l'accès. Parce que c'est hypocrite, de la lumière bleue, c'est de la lumière bleue. Un TDI, c'est pas parce que tu l'écoutes puis que c'est des mathématiques que tout d'un coup, c'est pas de la lumière bleue. Les écrans, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste une question de lootbox. C'est que c'est les yeux des enfants, c'est leur posture physique, c'est leur capacité à s'ennuyer entre 0 et 5 ans, c'est leur capacité à accepter le non, c'est supporter l'ennui. Je ne sais pas. Je peux comprendre votre souci. Moi, la manière que je vois ces choses-là, c'est autant cellulaire que alcool, que cannabis, que peu importe. La prohibition ne fonctionne pas parce que les gens vont le faire en cachette, surtout s'il y a des enjeux sous-jacents au niveau de la santé mentale ou d'autres facteurs psychologiques ou des pressions sociétales de participer à certaines activités. Interdiction ne fonctionne pas, ça stigmatise ce type de comportement et ça rend les gens plus gênés d'en parler et donc de chercher de l'aide quand elles ont réellement des besoins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans toutes sortes de dépendances, alcool, drogue, héroïne, fentanyl. Plus on interdit, plus c'est stigmatisé. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais il va falloir qu'il y ait que quelqu'un, que des adultes deviennent des adultes. Parce que là, il y a un petit problème. Là. On ne peut pas demander à nos enfants de faire la job que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Absolument. Merci. Et merci beaucoup pour votre commentaire.
Merci pour cet échange. On a fort agréable. Merci beaucoup, Youssef, de votre présentation.